Edmond, puisque vous êtes aussi du coin et que vous connaissez le coin, vous avez fait les tours, beaucoup de tours là-bas, qu'est-ce que représente réellement Bunagana pour nous? Puisque j'ai comme l'impression, en fait, certains Congolais pensent qu'on fait un peu de trop, une certaine fixation un peu sur Bunagana, comme si tous les villages qui avaient été récupérés, ou tous les villages où il n'y avait plus de, il y avait eu des problèmes avant et qu'il n'y a plus de problèmes, sont moins importants et que seulement Bunagana est très important que les autres. Qu'est-ce que ça représente pour nous, Bunagana? Merci beaucoup. Bunagana représente beaucoup pour les habitants de Rutshuru. Surtout ceux qui habitent la commune de Rutshuru Centre. Ça veut dire ils ont, pour la plupart, les commerçants ont leurs activités à Bunagana. Bunagana, c'est un centre commercial que beaucoup confondent aujourd'hui à une ville. Ça n'a jamais été une ville. Bunagana, c'est justement une cité. Alors, le choix de Bunagana pour le 1-23, parce que Bunagana regorge non seulement des activités minières, mais aussi il y a la présence, je dirais, des hommes d'affaires à Bunagana. Donc, ils sont entrés, en entrant, d'ailleurs, ils ont récupéré beaucoup de mines. Ils les ont expédiés vers l'Ouganda. Et là, ça les a permis d'asseoir. Parce que, tu vois, les butins de guerre, il faut avoir un peu de sous. Et c'est ça ce qui a permis la survie depuis tout ce temps de rebelles du 1-23. Alors, Bunagana, depuis l'arrivée du 1-23, il y a certaines populations civiles qui n'ont pas voulu quitter Bunagana. Parce qu'effectivement, comme mon frère a dit tout à l'heure, quand les rebelles arrivent, ou quand il y a même des attaques de façon sporadique, on commence d'abord par prendre le contrôle des accès par route, on bloque les accès, et le lendemain, c'est les taxes qu'on instaure pour permettre aux rebelles d'avoir un peu de sous, et puis après, l'organisation. Ils prennent des contrôles, ils commencent à voir là où il y avait. Ils peuvent même arriver jusqu'à des nominations. Donc, c'est comme ça leur philosophie. Alors, en quittant Bunagana, parce que l'armée les a chicotés, ils avançaient vers la sortie de la route nationale numéro 2 sur la voie. Parce que pour aller à Bunagana, il y a beaucoup d'accès. Quelqu'un dit qu'il y a eu 1000 routes pour aller là-bas. Non, il y a 3 accès, je pense. Il y a pas un peu pour dire qu'il y a beaucoup de routes. Pour sortir de Bunagana et rejoindre la route nationale numéro 2, parce que c'est la même route, je vois, c'est en rouge. C'est la même route qui t'amène vers Lubero, en passant par Kanyabayonga, parce que là aussi, il y a une base militaire très importante quand vous arrivez à Rwindi. Ah, donc c'est là, en fait, là où vous touchez. Oui. En fait, Rutshuru, c'est ici. Et Bunagana doit être de ce côté. À la frontière. Ici, juste à la frontière. À la frontière. Et voilà, la route nationale numéro 2, ça doit être cette route. Ça doit être parce que ça quitte Goma. La frontière avec le Rwanda, je pense que ça se sépare au niveau de Niragongo, quelque part là. Et quand vous prenez le parc, vous entrez et puis vous continuez la route vers la route de Rutshuru. Vous arrivez quelque part ici, à la frontière avec Bouraï, c'est un des accès vers Bunagana. Et puis vous avez Kalengera, et puis vous avez un autre accès. Donc, du coup, quand les rebelles ont avancé, notre armée a fait un repli. Parce que c'est vrai qu'il y a les centres d'activité à Bunagana, mais la plupart des gens qui exercent leurs activités à Bunagana habitent Rutshuru. Du coup, l'armée ne pouvait pas ouvrir le feu à Rutshuru. Aussitôt que le rebelle s'annonçait sur la voie nationale numéro 2, l'armée, en tout cas, c'est sur le plan international connu, c'est une convention là où il y a une très forte concentration des populations civiles. Vous n'attaquez pas. Une armée loyaliste ne peut pas tirer. Vous n'attaquez pas parce que vous ne savez pas finalement... Beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette situation tombent dans l'émotion pour commencer à critiquer cette position de l'armée. Or, dans le passé, nous gardons le même système de défense. Dans le passé, on a agi de la même sorte. La même armée a fait repli stratégique vers d'abord Niragongo et après Niragongo, l'armée est allée à Goma. Malgré que l'armée était arrivée à Goma dans le passé, le rebelle avait pris Goma. Alors, donc, pour les cas d'espèce, j'imagine que notre armée reste assez professionnelle.
pour avoir utilisé ces méthodes pour protéger la population civile. Heureusement, jusqu'aujourd'hui, on ne parle pas des morts. Imaginez que le front était vraiment engagé à Rutshuru Centre, il y aurait plus que ça. Et surtout à Kiwanja. À Kiwanja, qui est aussi notre commune voisine à Rutshuru Centre, mais tous dans le territoire de Rutshuru. Alors, Christian, je ne vous prends pas tout de suite. Alors, je voulais aussi parler répondre à une question que l'ami n'avait pas bien peut-être répondu. C'est-à-dire, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, d'ailleurs, moi je dirais avec l'état de siège, on ne sait plus situer les ADF. Par exemple, au Nord Kivu. On ne sait plus les situer. Parce que en réalité, les ADF avaient occupé certains coins du Nord Kivu, principalement du territoire de Beni. Bon, parce qu'il y a Beni territoire, il y a Beniville. Il y a Beniville aussi. Ouais. J'étais à Beniville. Comme Butembo aussi. Donc, ils avaient assiégé certains villages, mais quand l'état de siège est venu, parce que c'était vraiment une force correctionnelle, et voilà ce qui a même permis à ce que Kagame utilise le M23, quand il a vu le succès de l'état de siège, mais aussi l'état de siège qui commençait petit à petit à affaiblir l'économie rwandaise. Alors, il fallait utiliser une autre force pour déranger un peu la sécurité de ce côté-là et de l'autre côté, avoir la possibilité d'attaquer. Alors, donc, en instaurant l'état de siège, l'État congolais, l'armée n'avait pas calculé les M23. Donc, c'était pas dans leur... Je reviens à vous... Le M23 a surgi. Alors,